Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, premier webinaire de l'année de Proévolution. Merci, vous êtes près d'une cinquantaine déjà connectés, vous êtes une centaine d'inscrits et on est heureux de vous retrouver cette année, hein. C'est vrai que ça fait maintenant presque 2 ans qu'on fait des webinaires avec Proévolution et on revoit des habitués, des nouveaux. Donc bienvenue à tous. On va parler aujourd'hui un sujet un peu original pour lancer cette année. On va parler des abeilles. Quel lien avec les abeilles et le management? Il y a c'est Jean-Luc Jouanet qui va nous en parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre un petit peu le temps de lancer, hein, le temps bien sûr aux gens de se connecter, hein, le temps aux gens de se présenter dans le chat, hein. N'hésitez pas effectivement à utiliser ce chat pour échanger entre vous, hein. Bonjour à tous, hein, bonjour Loïc, Laurent, bonjour Olivier, hein, Olivier voilà qui est qu'on connaît et qu'on salue, hein, qui prend sa retraite bien méritée, qui a lancé avec moi d'ailleurs ces webinaires pour le petit clin d'œil, donc pour la communauté des managers de transition Pro Évolution. Bonjour Patrice, bonjour Olivier, Luc, Corinne, Gerson, désolé si je prononce mal, Jean-Marc, Luc, Paul, Henri, Alain, voilà. Bon, bonjour à tous, en tout cas vous êtes nombreux, ça fait plaisir de vous voir ce matin pour cette première de l'année. On en aura d'autres, on en va en parler en conclusion, on a déjà un planning qui se charge. Avant de lancer, je vais juste vous rappeler les règles de fonctionnement de ce webinar. Donc vous êtes sur l'outil Livestorm, hein, donc c'est un outil de webinar sur lequel vous êtes connecté. Donc pour échanger, vous l'avez vu, plusieurs d'entre eux, vous avez le chat tout en bas à droite. Donc n'hésitez pas, c'est plus pour les paroles libres, hein, pour les échanges, on va dire réactifs. Si vous avez des questions cependant, et j'espère que vous en avez, c'est un sujet qui est inspirant mais qui peut aussi interroger, vous avez juste à côté l'onglet questions. Donc si vous cliquez sur questions, vous pouvez poser votre question, ce qui permet nous de la garder de côté et de la remonter. Alors, voilà, on va dire en fonction de la question, soit on la prendra à chaud, soit on la gardera. En général, on va plutôt les garder pour la fin. Voilà, pour vraiment que l'intervenant puisse se concentrer sur tout ce qu'il a à vous dire. Et il y a des choses très intéressantes à vous dire. Voilà, on fera un petit sondage, un petit quiz vers la fin de cette session. Donc voilà, vous aurez aussi l'occasion de participer de manière, voilà, on va dire participative à ce webinaire. Voilà, vous êtes plus d'une cinquantaine de connectés. Donc, ce que je vous propose pour se mettre doucement en jambes et attendre les derniers, je vais déjà présenter pour ceux qui ne connaissent pas Proévolution, puisque donc Proévolution, donc qui organisons, qui pilotons, hein, je dirais, ces webinaires, on est avant tout un cabinet de conseil RH qui accompagnons l'ensemble du capital humain de l'entreprise, hein, c'est ce qu'on a cœur à dire, parce que on n'est pas juste un cabinet de recrutement, on n'est pas juste un cabinet de management de transition, on ne fait pas juste du conseil ou des PSE, on fait un peu tout ça finalement, ce qui permet de créer vraiment des synergies sur l'ensemble des besoins RH et de vous accompagner, vos structures, vos entreprises, alors que vous soyez dans une structure, vous soyez manager de transition qui allez travailler à temps partiel pour certaines de ces entreprises. On est là pour vous accompagner et répondre à tous ces pain points que vous avez au quotidien, tout en vous partageant notre expertise sur ces différents métiers, hein. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur un sujet de management, hein, qui touche à la fois la question de transition de carrière et conseil, mais aussi bien sûr le management de transition, puisqu'on sait que vous êtes nombreux dans notre communauté à participer à ces webinaires et on vous en remercie. Dernier petit clin d'œil aussi au digital, hein, donc la marque ConnexUp, hein, qui est gérée par Proevolution, qui est aussi là pour tout ce qui est vraiment on va dire, transformation digitale des entreprises sur l'aspect humain, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde où on digitalise de plus en plus, et on le voit avec le sujet de l'IA, hein, qu'on a déjà abordé, qu'on va réaborder. Comment, en mettant plus de digital, pouvoir se concentrer davantage sur l'humain, c'est les problématiques aussi sur lesquelles on intervient, parce qu'effectivement, mettre des outils, c'est bien, mais on a parfois tendance à oublier l'humain qui doit rester, lui, au cœur du process. Voilà, donc je vais finir sur quelques chiffres, hein. On a été créé en 1988, qui fait qu'on va tout doucement vers nos 37 ans d'existence. On s'adresse à tous les marchés, hein. On a une présence locale, on vient à la base d'Alsace, mais on est présent sur tout le national avec des bureaux un peu partout en France, mais aussi en Allemagne et des projets également en tant que transfrontalier, hein. Je pense notamment à l'axe franco-germanique, mais aussi franco-hispanique. Voilà, une vingtaine de collaborateurs. On est certifié Calliope pour vos formations. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, n'hésitez pas bien sûr à nous solliciter. Mais le sujet d'aujourd'hui, celui qui vous intéresse, on va parler de management. Mais alors on est dans une période, vous le savez, hein, je vais pas vous l'apprendre, un peu compliquée dans les entreprises. On est quand même dans une problématique qui est qu'on vous demande d'être plus performant,
avec moins de moyens, puisque tout coûte plus cher, on n'a pas forcément plus de sous, mais pour justement survivre, il faut se donner davantage. Donc comment on peut résoudre cette équation impossible? Alors chacun a ses solutions, mais parfois les solutions on les trouve pas chez nous, et c'est bien de s'inspirer d'ailleurs, de s'inspirer des choses qui nous entourent. Et effectivement, David nous a présenté, là, il y a un peu plus d'un mois, Jean-Luc Jouannet, qui lui a une inspiration, il va se présenter sur une de ses passions, qui est le monde des abeilles. Et effectivement, alors à chaud, effectivement, quand on m'a dit ça, je dis, je vois pas trop le rapport entre les abeilles et le management. Eh bien, Jean-Luc m'a convaincu, et Jean-Luc, je pense, va vous convaincre, puisque justement, je vais le laisser se présenter, je vais le laisser vous expliquer comment on peut s'inspirer des abeilles pour mieux manager. Jean-Luc, merci à toi d'être présent, et c'est à toi. Merci à vous. Merci Xavier. Donc avant de commencer, je tenais à remercier chaleureusement le cabinet ProEvolution pour l'organisation de ce webinaire ainsi que Xavier pour la préparation minutieuse de cette session. Donc et un grand merci également à David, sans qui ce webinaire n'aura sans doute pas été possible, et Samuel pour ses retours très encourageants, ainsi que tous les inscrits. Vous êtes nombreux, 57. Et voilà, j'espère que vous allez passer un moment inspirant. Voilà. Donc, je vais me présenter. Qui suis-je? Je suis donc Jean-Luc Jouannet, j'ai 55 ans, je vais avoir 56 ans. J'ai été cadre en industrie, en production pendant plus de 30 ans, trentaine d'années. Alors, j'ai navigué sur différents métiers, que ce soit dans les domaines mécaniques, dans le textile, et une grosse partie, dernière partie, dans l'agroalimentaire. On participait au comité de direction avec énormément de stratégies et j'avais un périmètre qui était relativement important. Je suis de formation technique, alors en mécanique et en micromécanique au départ et après en productique mécanique et management opérationnel. Donc beaucoup de terrain, énormément de terrain que j'ai pu faire. J'ai au fur et à mesure de ma carrière eu des certifications qui me permettaient d'avoir des assises techniques de pilotage également de ces environnements de travail. Donc en lean management principalement, par du green belt Six Sigma au départ et du black belt sur des périmètres beaucoup plus importants justement avec des envergures on va dire de secteurs de périmètres qui pouvaient aller de 3-4 services à gérer et qui pouvaient aller au début de ma carrière à 5-6 personnes jusqu'à 200 personnes, 250 personnes. Donc et une grosse partie aussi d'animation qualité. Du système qualité dans ces environnements de production qui étaient toujours très concurrentiels. Donc l'agroalimentaire, vous connaissez un petit peu le contexte qu'on a avec nos grandes surfaces. Donc il y a beaucoup de défis. Au niveau de mon management, j'ai démarré souvent par inspiration aussi, parce que j'ai connu, parce que j'ai côtoyé dans ma vie des personnes, dont ma famille principalement, où j'avais des gens qui m'ont inspiré. Et c'est vrai qu'au début de ma carrière, très souvent, il y a à peu près 30 ans, on avait des managements un petit peu plus, en tout cas c'était le cas pour moi, plus directifs, avec des objectifs plus clairs, qui étaient centrés souvent sur nos objectifs personnels, et derrière on essayait d'emmener des troupes, ou alors on donnait des consignes particulières en disant je veux que ça soit comme ça que ça fonctionne. Ça a duré un temps aussi, pendant une dizaine d'années, et à partir de 35 ans, il a fallu, une fois de plus, se transformer soi-même pour pouvoir continuer à exercer ce métier que j'aime énormément et s'intéresser à d'autres techniques, d'autres moyens de pouvoir fédérer des gens, de pouvoir emmener des gens et surtout de les rendre petit à petit autonomes aussi dans ce qu'ils faisaient, ce qui n'était pas évident au départ. Parce que ces personnes étaient aussi dans des conditions où elles avaient quelqu'un qui décidait pour eux, et là on commençait à les solliciter. Donc le lean management est arrivé pour moi, et je l'ai découvert lors de différents échanges dans différentes entreprises, différentes manifestations, et il y en a une où j'ai participé du côté de Strasbourg, où on parlait de l'entreprise libérée et du management, et on croisait les deux. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui m'inspire. Donc, j'ai commencé à me documenter, à regarder comment ça fonctionne. J'ai essayé de faire le tri un petit peu dans tout ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et je me suis inspiré de ça pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, une transformation grâce au lean management, avec une vraie participation, une vraie cohésion avec les personnes, des animations aussi sur le terrain, avec du management visuel, avec du pilotage. Les gens, petit à petit, devaient s'imprégner de ce qui se passait sur le terrain.
Et j'ai eu nouveau une autre phase où souvent l'opérationnel fonctionne, les gens deviennent autonomes, arrivent à se débrouiller tout seuls, les indicateurs commencent à les trouver, commencent à jalonner tout ça correctement. Mais voilà, il y a le périmètre augmente parce que les chiffres d'affaires augmentent, parce que les volumes augmentent, et on attire de nouvelles personnes. On ne sait pas qui on vient. Moi, j'avais à peu près une centaine on appelle ça de saisonniers qui arrivaient dans l'entreprise, dont à peu près 40% qui revenaient. Donc voilà, les formations n'étaient pas perdues, mais il y en avait 60% qu'il fallait reformer et redynamiser, à qui on avait affaire, comment ça fonctionnait. Et là, ça m'a redonné encore un deuxième coup de boost. Et là où je vais vraiment centrer sur l'humain. Parce qu'il fallait qu'on sache d'où venaient les personnes qui venaient intégrer nos entreprises et surtout comment on pouvait construire avec eux une saison complète, voire 2 saisons complètes, tout en gardant cette performance et ces objectifs qu'on se fixait naturellement à la fin, hein, parce qu'on avait cet esprit de recherche de faire bien du premier coup. Donc ça a permis de beaucoup faire bouger les gens, de créer des vraies polyvalences au niveau des gens. Donc après, dans mes objectifs, c'est sûr que gagner en performance, qualité et économique, c'était vraiment centré au début de ma carrière, et c'est vrai que vers la fin, là, j'étais vraiment plutôt à faire grandir les gens, hein, avec tous ces pilotages des gens en place, et vraiment centré sur l'humain, quoi. Voilà. Après, j'ai des passions. J'ai le sport, j'ai de la musique, je suis musicien aussi depuis de nombreuses années, donc je fais ça à côté. Mais avant tout, le management dans l'entreprise et l'humain, pour moi, a été vraiment quelque chose qui m'a toujours animé et m'anime toujours beaucoup. Les abeilles sont venues se greffer au fur et à mesure du temps parce que j'ai eu une vraie passion des abeilles depuis une quinzaine d'années, mais j'en ai acquis seulement depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, parce que j'avais le respect de ces animaux et je savais quel était l'engagement qu'on prenait, nous, en tant qu'humains, auprès de ces animaux et de ces abeilles, et je souhaitais être disponible vraiment énormément pour eux. Elles m'ont aidé, elles m'ont transformé, elles m'ont appris à voir les choses différemment, à venir zen autour d'une ruche, à s'approcher d'une ruche. Au début, quand j'ai démarré à en avoir, je me faisais piquer sans cesse. Et puis, vous apprenez. Vous apprenez à gérer vos émotions. Et petit à petit, elles vous apprivoisent et elles vous accueillent. Alors, pas toujours correctement en fonction des conditions climatiques, mais très souvent, elles le sentent. Vous dégagez et on dégage quelque chose qui fait que. Donc, on peut déjà commencer à transposer tout ça dans le monde de l'entreprise et qu'est-ce qu'on représente auprès des gens et qu'est-ce qu'on dégage quand on est dans un environnement où on doit manager les gens. Voilà, après, dans l'organisation, personne accessible, je pense, curieuse. Hein. J'aime rencontrer les gens, ça c'est sûr. Le partage et les émotions. Je suis quelqu'un qui travaille aussi à l'émotion. Hein. Les histoires, les gens, et comprendre surtout qui ils sont et quel serait leur projet. Au moment, quand j'ai décidé de m'inspirer des abeilles aussi, j'ai fait une rencontre. Et c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué. C'est une personne que je faisais partie d'un club de managers, une sorte d'association, qui s'appelle Germe. Et j'ai rencontré un monsieur qui m'a énormément inspiré, que je respecte beaucoup, parce que c'est lui qui m'a fait prendre conscience de comment on peut encore animer l'humain. Il s'appelle monsieur Henri Duchemin. Et voilà, par l'intermédiaire de ce webinaire, je voulais encore le remercier pour tout ce qu'il m'a appris aussi pendant cette journée que j'ai passée avec lui. J'étais pas seul, mais elle m'a énormément inspiré. Donc merci à lui. Voilà, donc ça c'est pour mes présentations. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sur l'organisation d'une ruche, hein, de la ruche à l'entreprise. Donc, je vais vous présenter la découverte de la structure d'une colonie dans les grosses lignes, parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps. Donc la composition, hein, le rôle de chaque on va dire, personne qui compose la ruche. Donc les ouvrières, vous avez la reine, bien sûr, les faux-bourdons qui sont des mâles, et j'ai mis les nourrices et les gardiennes parce qu'elles ont une fonction bien fondamentale dans la ruche. Dans les parallèles qu'on peut avoir, très souvent, je vais vous donner quelques parallèles qu'il pourrait y avoir ou ce qu'on pourrait transposer dans l'entreprise. Donc, je vais commencer d'abord par les ouvrières.
ouvrières. Donc, vous avez une ruche qui est composée de reines, donc d'ouvrières et de faux bourdons. Ça, c'est les 3 éléments essentiels pour conduire une ruche. Au niveau des ouvrières, donc ce sont des abeilles qui sont vraiment responsables des tâches quotidiennes. Donc la collecte, tout le monde est mis là, le soin qu'il peut y avoir dans une ruche, elles défendent et elles nettoient. Donc c'est vraiment des ouvrières qui sont dans l'opérationnel de la ruche. Et on peut très bien le transposer vers des collaborateurs ou des employés opérationnels également dans le monde du travail, qui sont responsables souvent des tâches quotidiennes et qui garantissent souvent le bon fonctionnement de l'entreprise, parce qu'elle représente quand même souvent énormément de personnes présentes. Vous avez le faux bourdon. Donc le faux bourdon, lui, c'est le mâle, le fameux mâle. Ce mâle est indispensable, mais il n'a pas un rôle principal dans l'entreprise. Il est là, il se nourrit, il pavane un petit peu autour des ruches, mais il a un rôle quand même très essentiel. Et s'il n'était pas là, la colonie ne pourrait pas exister. C'est que sa mission principale, c'est de féconder la reine. Donc à un moment, vous avez une reine qui va naître dans une ruche. Cette reine est vierge et elle a besoin d'être fécondée par des mâles. Et elle peut se faire féconder plusieurs fois. On appelle ça pendant des vols nuptiaux. Et c'est ce qui va lui permettre ensuite de pondre des œufs fécondés et qui pourront donner de futures abeilles à terme. Ces faux bourdons, on pourrait, comme c'est temporaire, ils sont là temporairement, on pourrait très bien les considérer comme des consultants ou des experts externes qui apportent une expertise spécifique et qui limitent dans le temps pour résoudre des problématiques ponctuelles, diverses ou variées. Ensuite, vous avez les nourrices. Les nourrices, ce sont vraiment des abeilles, donc qui font partie des ouvrières et qui ont ce rôle spécifique de nourrice pendant une petite période de leur temps et qui s'occupent des larves. Ils nourrissent les jeunes abeilles, assurant souvent la pérennité de cette ruche. C'est que si elles n'étaient pas là pour nourrir ces larves, malheureusement, ces larves ne pourraient pas se développer et devenir d'autres futures abeilles et continuer à croître dans la ruche. Savoir qu'au début de saison, une ruche peut avoir, voilà, on va dire, quand on démarre la saison à partir du mois de mars, avril, là, elle peut être 10 15 000 abeilles à peu près, et on peut finir jusqu'à 60 000 abeilles en pleine saison, qui pourra être à partir du mois de mai, juin, juillet. Après, là, ça décline de nouveau. Vous avez les gardiennes aussi très indispensables parce que il y a des attaques permanentes malgré tout au niveau des ruches. Donc elles protègent souvent la ruche des menaces extérieures et défendent souvent la colonie. Si on doit faire la transposition qu'on pourrait avoir dans le monde de l'industrie ou de l'entreprise, c'est souvent des équipes de sécurité qui seraient dans l'entreprise et qui s'assureraient de protéger toutes les ressources de l'entreprise et toutes les interventions qu'il pourrait y avoir à risque dans l'entreprise. Ou alors, on peut le transposer aussi sur les services informatiques où il pourrait y avoir des cybercriminalités qui pourraient y arriver, et ça, on en entend de plus en plus, quoi. Donc, tout ce qui est numérique et contre les menaces extérieures, en fin de compte, dans les grosses lignes. Et nous avons la fameuse reine. J'en parle en dernier parce que elle a un rôle fondamental. Elle assure vraiment la survie de la colonie en pondant ses fameux œufs et en maintenant une vraie cohésion. La reine a un vrai rôle de cohésion d'équipe. Elle a plusieurs moyens de pouvoir créer ces cohésions et ces appartenances. Vous allez me dire, mais comment les abeilles peuvent faire pour pouvoir retrouver leur ruche et sentir qu'ils appartiennent à la même colonie ? Il y a des phéromones qui sont diffusés par la reine. Alors, quand il n'y a pas beaucoup d'abeilles dedans, les phéromones fonctionnent très très bien. La reine arrive bien à diffuser ses phéromones, ces abeilles s'y inspirent, l'appartenance arrive petit à petit. Mais à un moment, il va y avoir des abeilles où de plus en plus, et là, les phéromones pourraient ne pas suffire parce que la reine devrait se déplacer sur plusieurs cadres. Donc là, il y a d'autres moyens qu'elle a, et ça s'appelle le chant de la reine. Donc elle émet un bip elle est sûre que tout le monde entend. Moi, j'ai eu le cas de le vivre sur mes ruches, de l'entendre et du coup de le voir. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le capter en vidéo d'une reine qui se déplaçait et qui venait émettre ce son de cohésion au fur et à mesure du déplacement sur ses cadres, quoi. Et bien sûr, son rôle à elle peut très bien être transposé sur un dirigeant, sur un manager, sur un PDG, qui incarne souvent la vision de l'entreprise, donc l'appartenance, et assure souvent la stabilité et les directions à prendre. La reine, va dire, notre instinct de survie, les abeilles sont assez anxiogènes, assez anxieuses,
Donc, leur objectif, c'est de pouvoir vraiment récolter du miel pour pouvoir survivre pendant les périodes hivernales. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme information. Donc, en résumé, l'abeille, la reine, souvent, le PDG, le dirigeant ou le manager. Les ouvrières, les collaborateurs opérationnels. Le faux bourdon, les consultants et les experts externes. Les nourrices, responsables, souvent RH, voire formateurs. Et puis les gardiennes, les équipes de sécurité, de services informatiques ou voire même externes. Voilà un petit peu dans les grosses lignes comment à peu près composer une ruche. Si on doit aller un petit peu plus dans la transposition, dans le travail de l'intelligence collective, comment les abeilles travaillent en intelligence collective, prise de décision, écoute active, autonomie, et comment transposer ces pratiques en entreprise pour renforcer la cohésion et les collaborateurs. C'est des interrogations qu'on peut avoir, c'est des inspirations qu'on peut avoir. La prise de décision collective chez les abeilles, elles prennent des décisions inévitablement collectives parce qu'elles sont très très liées les unes aux autres par ces phéromones, par ces appartenances. Et très souvent, il y a un exemple qui est concret, c'est on a un moment pendant le début de saison, quand la colonie se développe et elles ont un instinct de survie, elles veulent se développer, donc il peut y avoir, on appelle ça un essaimage. L'essaimage, ça permet à la colonie de survivre et de doubler l'effectif. Donc, vous allez avoir une vieille reine qui va sortir de la ruche et bien sûr, elle va venir être accompagnée d'un certain nombre, très souvent on dit la moitié, alors ça peut être des fois 40%, des fois 60% de la colonie qui ont cette appartenance à cette reine, ce qu'on disait, et elles vont sortir avec. Mais avant cela, il va y avoir des éclaireuses qui vont communiquer leur découverte, leur endroit, où est-ce qu'elles vont vouloir aller, où est-ce qu'elles vont pouvoir se poser en plusieurs étapes. Et dans la communication, il va y avoir des danses, on appelle ça toujours souvent frétillantes, et des consensus pour atteindre la cible. Et une fois que tout ça c'est bien ancré dans la ruche, vous allez avoir les abeilles qui vont sortir souvent en éclairage, vont venir sortir, vont aller à l'endroit qui était précis, et la reine sera englobée par toutes ces abeilles et va suivre et va s'installer à un nouvel endroit pour pouvoir se développer. Donc souvent, si on transpose dans l'entreprise, prise de décision participative, on encourage les équipes à partager les idées. C'est important. Moi, je m'en suis rendu compte qu'en fin de compte, seul, vous êtes très 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 vite limité malgré tout. Le terrain vous apporte quand même énormément d'éléments pour pouvoir réorchestrer et reconstruire de nouveaux projets. Le débat est souvent important. De parvenir à des consensus, c'est important aussi. Moi, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de cette carrière. Les gens vous apportent énormément d'éléments, comme dit, qui sont déterminants sur leur environnement de travail, sur les décisions qu'on prend et sur les objectifs qu'on pourrait se fixer. Communication efficace qu'on peut avoir au niveau des abeilles. On a bien cette danse qui permet de frétiller, qui permet d'avoir une communication claire, souvent immédiate, précise de localisation et de ressources de nourriture. Les abeilles, à un moment, il va falloir qu'elles aillent à des endroits bien précis pour pouvoir récolter les pollens, récolter les mielas, on appelle ça, qui peut y avoir sur les fleurs, ou on peut avoir de la propolis aussi, de la résine qui peut y avoir. Et il faut que ça soit clair, il faut qu'il y ait des orientations. Donc là, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des scientifiques qui ont très très bien étudié tous ces déplacements et ces communications. Et donc, il y a des mouvements qui se passent. J'ai également eu la chance de pouvoir le voir directement. J'ai pris un cadre dans ma main et je vois ces déplacements sur un cadre. Je les ai pris en vidéo. Vraiment, alors elles vont faire un 8 et puis des zigzags pour pouvoir déterminer des orientations face au soleil et des distances. Et surtout, à la fin, on voit qu'à un moment, une fois que cette communication est faite, on a 4-5 abeilles qui viennent se mettre face à face et viennent se transmettre les informations. On appelle ça par trophylaxie, donc par le système buccal. Ils viennent transmettre toutes ces informations pour que les abeilles puissent après sortir de la ruche et pouvoir s'orienter clairement. Souvent, en entreprise, on le transpose, une écoute active, des feedbacks constructifs. Le feedback, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans nos fonctionnements. C'est important parce que ça permet de nouveau de caler. Le pouvoir, les rituels de la communication. Donc moi, comme j'ai eu la chance de pratiquer le lean management, mais vraiment le lean management opérationnel avec les gens, les intégrer dedans, on appelle ça des animations intervalles courts, des AIC, où là, on avait vraiment de la vraie communication. Et quand vous avez des gens qui sont impliqués dans ces projets, quand ils sont impliqués devant les tableaux de communication, je peux vous dire que derrière, tous les autres qui sont en attente sont curieux, ils veulent savoir ce qui se passe, surtout si l'ambiance est sympa, si on arrive à faire des choses concrètes et surtout s'il y a des actions qui sont menées dans la journée. C'est très important.
Et voilà, ça permet vraiment de créer des vraies coopérations entre les gens, quoi. L'autonomie et la flexibilité, les abeilles ont un rôle flexible, elles changent selon les besoins, les conditions les besoins de la ruche ou les conditions climatiques. Les tâches sont réparties souvent de manière très dynamique, sans supervision ou centralisée. Elles se transmettent les informations. C'est un instinct chez les abeilles. Elles transmettent, parce qu'une abeille peut avoir plusieurs métiers. Elle peut avoir 7 métiers et 7 missions pendant la période la plus faste, qui est pendant les périodes de miel et point. Je pourrais vous donner plus d'informations également si vous le souhaitez. Souvent, dans l'entreprise, quand on le transpose, encourager l'autonomie et la flexibilité des équipes, permettre aux équipes de s'auto-organiser. Alors bien sûr, ça prend du temps, bien sûr, il faut que la confiance se mette en place, bien sûr, il faut y aller petit à petit, il faut aller sur des petites missions, sur des choses très accessibles, il faut mettre les gens en confiance. Et petit à petit, des gens qui n'osaient pas, qui doutaient, arrivent petit à petit, et très souvent, les gens qui sont très souvent passionnés, arrivent aussi, eux, à fédérer d'autres personnes autour d'eux, du coup, créer une vraie cohésion entre les gens, et c'est pas une hiérarchie qui va décider, c'est souvent des collègues qui vont emmener d'autres, tiens, c'est curieux, c'est sympa, qu'est-ce que vous faites? Et petit à petit, les gens arrivent à créer, ça va créer de la polyvalence inévitablement, et pour répondre à tous ces besoins de changement. Et ça, apprendre aux gens à transmettre et trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider à relayer, c'est très 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 important aussi. Et l'innovation, ça va de soi. L'innovation, nous on était en inno en permanence parce que on voulait innover avant les autres. Donc c'est une culture qui est importante à garder, parce que derrière vous avez une vraie dynamique derrière, surtout d'emmener les gens. La monotonie ne s'installe pas, les gens sont curieux, il y a toujours de nouveaux projets, toujours de nouvelles choses. Donc chez les abeilles, elles créent des groupes d'innovation aussi, où chaque membre partage ses idées pour développer des solutions nouvelles, souvent, pour améliorer les processus aussi dans la ruche. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, il y a plein de conditions climatiques qui peuvent changer, et là, il y a vraiment aussi, elles doivent s'innover, elles doivent trouver des solutions. Alors, des fois, l'apiculteur est là pour en soutien, si vraiment les conditions sont difficiles, comme un manager, comme un dirigeant, on arrive et on intervient, et on les aide, on les accompagne. On ne fait pas à leur place, c'est elles qui vont faire, mais on leur apporte des ressources qui pourraient les aider. Donc, l'innovation, on la transpose en entreprise, créer des groupes d'innovation, des groupes de progrès. Moi, j'en ai créé énormément grâce au Lean, plein de petits ateliers sur des choses bien particulières qui ont été relevées sur les terrains. C'est quelque chose de très, très important et croyez-moi, ils nous solutionnent des choses très simples, mais qui derrière nous font gagner souvent beaucoup de temps, voire même au niveau qualité, très souvent des choses qui sont plus... on avait des problématiques répétables de qualité, en l'espace de 1 ou 2 ou 3 réunions, les solutions étaient trouvées et on avait réglé un problème, quoi. Donc ça, c'est le rôle vraiment de l'intelligence, de travailler ensemble, collective. L'abeille, dans le monde du travail, c'est quelque chose qui se transpose sans problème. Je vais aller sur le rôle du manager, qui je pense va sans doute intéresser le maximum de gens. L'image de la reine, qu'on pourrait imaginer comme manager, le manager joue un rôle central. On le sait, son leadership repose sur la régulation et l'influence qu'on peut avoir. On essaie de privilégier la collaboration et la confiance de la délégation. C'est quelque chose de très important. Déléguer, ok, mais si vous êtes derrière à contrôler systématiquement s'ils sont bons, pas bons, corriger le tir, c'est très difficile aux personnes de pouvoir se positionner, de s'engager, de s'ouvrir, de prendre des risques, de faire des erreurs. Vous êtes juste là, et moi, pour pouvoir juste à un moment évaluer le risque qu'il peut y avoir et de réajuster pour éviter qu'il y ait une catastrophe, c'est évident. Dans tout ce qui est leadership influent chez les abeilles, la reine régule, comme je vous ai dit. La ruche, par ses phéromones, elle va pondre, bien sûr, des œufs pour pouvoir développer sa colonie, donc développer des ressources internes pour pouvoir, derrière, développer sa ruche, avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir survivre, donc avoir un chiffre d'affaires, pouvoir avoir du résultat, et pour pouvoir passer suffisamment de temps en hiver sans pouvoir aller faire du commerce, donc aller chercher ces ressources, parce qu'il n'y en a plus. Donc à un moment, il faut faire du gras pour pouvoir après s'asseoir dessus et suffisamment pour pouvoir redémarrer quand même et avoir de la trésorerie suffisante pour pouvoir après transposer et redémarrer une nouvelle saison, quoi. Et l'abeille est comme ça. Quand elle démarre une nouvelle saison, il lui reste un petit peu de réserve de l'année
écoulées de l'hiver. Elle va les consommer pour commencer à alimenter les larves, va commencer à aller chercher des ressources de pollen souvent, parce que du miel là en début d'année il n'y a pas, et elles vont commencer à développer et repondre. Là, les reines ont déjà pondu depuis un bon mois chez nous, et les cadres sont déjà très très bien remplis. Donc quelques jours, des nouvelles abeilles vont déjà naître de la nouvelle saison. Donc leadership par l'influence en entreprise, la transposition, le manager, il doit inspirer, il doit guider ses équipes. Et souvent, à travers des visions partagées. Le partage est important, et la confiance, comme je vous l'ai dit, plutôt que de contrôler à chaque action qui est faite. C'est très souvent improductif de contrôler trop. Vous pouvez avoir vos indicateurs, mais ils sont à vous. Vous récupérez des données que vous avez sur le terrain, qui seront renseignées par les opérateurs, mais ils vous permettent juste, vous, quand vous allez après sur le terrain, de savoir et d'avoir pris la température avant et de pouvoir veiller à certains points que vous avez identifiés lors de votre première phase de travail. Délégation, autonomie. Très souvent, les reines délèguent toutes les tâches. Elles ne font pas de tâches opérationnelles. Elles sont là, elles délèguent toutes les tâches quotidiennes aux ouvrières et agissent de manière autonome dans le cadre de leur responsabilité. On la transpose, la délégation efficace et responsabilisation des managers. Ils délèguent, eux, les responsabilités souvent de manière claire. C'est très important. Il n'y a rien de pire de ne pas l'être, parce qu'on sait que ça peut partir, ça peut mettre beaucoup de doutes, et on peut partir sur une mauvaise direction, mauvais choix. Ils permettent à chaque collaborateur souvent de prendre des initiatives, de résoudre des problèmes par eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi lors de ma dernière phase. Souvent, on était là, nous, à réfléchir à leur place. On avait des petits groupes. Alors, on choisissait des agents de maîtrise, des cadres, voire... non, là, on a tout éclaté. On a pris des gens de terrain. On a même pris des gens qui ne faisaient pas partie du tout des secteurs qui étaient prévus, tout simplement parce qu'une autre vision, une autre approche, voire ils nous poussaient dans nos retranchements. Est-ce que c'est vraiment indispensable ce que vous faites là? Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est... Et tout ça, ça vous permet d'avoir plein d'éléments qui vous permettent après de construire petit à petit des projets, quoi. Les décisions partagées. Chez les abeilles, elles prennent des décisions collectives en permanence face à tout ce qu'elles peuvent rencontrer au cours de la saison. Par exemple, pour le choix d'un nouvel emplacement, comme on disait avant, voilà, une décision collective, il y a des éclaireuses qui vont aller voir, elles se concertent et elles vont y aller, quoi. Souvent, sans l'intervention de la reine. Elles sont sorties avant la reine. La reine n'a fait que suivre le paquet, et elle s'est dit, je fais confiance à mes ouvrières, elles vont m'emmener à un endroit où je sais que c'est elles qui vont créer, c'est elles qui vont tirer la cire, c'est elles qui vont nourrir les larves, et c'est elles qui vont former toutes les abeilles au fur et à mesure de leurs 7 exercices qu'elles vont avoir dans la saison. Donc, décision partagée en entreprise. Le manager implique ses équipes. On les emmène au même titre que les ouvrières qui vont emmener d'autres ouvrières, ou la reine qui va, elle, vraiment inciter à ces personnes-là et ces managers à y aller. Vous avez toujours des référents dans la ruche. Favorisant souvent la consultation, les consensus, avant de trancher. Vous discutez et vous avez des éléments et on peut trancher. C'est souvent plus facile. Et ça crée souvent des sentiments d'appartenance et de co-responsabilité. Vous n'êtes pas seul à porter la responsabilité, les gens ne sont pas seuls, c'est vraiment une responsabilité collective. Ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur la partie, on va dire, manager et influence, voilà, très succinctement. Ensuite, la ruche et les abeilles, souvent, ont une situation de stress. Elles sont souvent stressées, les abeilles peuvent être anxiogènes, parce que, comme dit, leur seul instinct à elles, c'est de survivre. Donc, dans une ruche, les abeilles font face souvent à de nombreuses ressources de stress aussi, voilà, qu'il s'agisse des conditions climatiques, dès qu'il y a une condition climatique qui est difficile, c'est compliqué et elles doivent systématiquement être prêtes à pallier à toutes ces... Alors elles le sentent, il y a des pressions atmosphériques, il y a plein d'événements que nous on peut aussi sentir en humain, si on est sensible à ça, et qui leur permettent de prendre des décisions et d'anticiper les choses. Et souvent, voilà, il y a des prédateurs aussi. Là, actuellement, je pense que vous avez dû entendre, on peut plus dire le frelon asiatique, mais on va dire le frelon à pattes jaunes. Donc, ce frelon qui est arrivé et qui fait quand même de très, très, très beaux dégâts au niveau insectes en général. Savoir qu'une colonie de frelons à pattes jaunes peut consommer en insectes global, pas que l'abeille, pas loin de 11 kilos par saison. Donc, et bien sûr, l'abeille, comme souvent les ruchers sont concentrés, il y a beaucoup de carnes, et ils vont aller se jeter dessus. Et moi, j'ai pu participer à des triangulaires, on appelle ça, pour pouvoir aller les repérer. Et puis voilà, protéger nos abeilles pour éviter qu'elles soient stressées, parce que si elles le sont trop, elles vont pas sortir.
à l'intérieur, elles vont consommer énormément de réserves et surtout, elles vont pas aller chercher des réserves. Donc, elles en meurent. Elles en meurent de stress, elles en meurent de manque de ressources parce qu'elles peuvent pas sortir. Elles savent que si elles sortent, elles peuvent être condamnées. Cependant, une vraie solidarité, c'est que si vraiment les abeilles, comme elles sont très solidaires, elles sont capables de tuer un frelon en l'étouffant. Parce qu'il y a certaines températures que le frelon n'accepte pas, que l'abeille accepte. Elles vont se mettre en boule autour du frelon et elles vont vibrer leur corps, elles vont faire vont avoir une certaine température et le frelon, lui, va mourir de chaud, quoi. Donc, elles savent se défendre malgré tout. Donc, je veux dire, si je dois retransposer sur l'abeille, donc la régulation collective face au stress, les abeilles réagissent collectivement, justement, aux menaces, comme je vous l'ai dit, et se réorganisent en permanence en fonction de la situation. Dans les entreprises, elles le font, mais elles sont stressées sans l'être. Elles le font instinctivement, mais c'est juste la condition de stress qui va faire qu'elles vont fonctionner d'une certaine manière. On le transpose dans l'entreprise, gestion collective du stress en entreprise. Période de crise ou de surcharge. Souvent, il faut redistribuer, les managers doivent redistribuer les rôles, les responsabilités ou soutenir les collaborateurs souvent et les membres des équipes parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, parce qu'ils sont en mode de stress et nous, on est là aussi pour réguler tout ça comme la reine, quoi. Et c'est là où on peut parler du slow management. Donc voilà, ça doit parler à certaines personnes. Y aller malgré tout, en levant le pied, quoi. Prendre le temps, malgré tout, de régler les problèmes, même si on est en état de stress. Avoir la capacité de prendre ce temps et laisser faire les gens à leur rythme. Parce que une fois qu'ils auront trouvé comment il faut faire, ça va aller très, très, très vite. Il y a toujours cette phase de réflexion, de prendre le temps pour pouvoir savoir comment je vais faire. Et on est tout souvent dans le stress, souvent on prend des décisions, on a des fois du bol, on prendra de bonnes décisions, puis des fois, on est juste limite, on sauve les dégâts, on est en mode pompier, mais c'est pas toujours très efficace. Et c'est après où on fait le bilan. Donc là, prenez le temps avant, malgré tout, vous allez le gagner 1000 fois. C'est sûr et certain. Système d'alerte. Chez les abeilles, souvent, les éclaireuses détectent les dangers. Comme je vous l'ai dit, à l'extérieur, vont détecter tous ces dangers, retournent à la ruche pour prévenir les autres abeilles. Attention, il va se passer ça et ça. Système de veille d'alerte en entreprise, si on le transpose. Les managers, on met en place souvent des mécanismes d'alerte. Il faut qu'il y ait un moment, malgré tout, des informations qui permettent aux collaborateurs de pouvoir dire attention, là, il y a un risque, il faut qu'on soit vigilant. Avec des référents qui remontent souvent rapidement les informations, les signaux. Ça peut être bien sûr dans le produit que vous transformez, mais également dans les conditions et dans la qualité de vie au travail. Les gens que vous avez autour de vous peuvent avoir un moment des coups durs, peuvent avoir des moments de stress, peuvent avoir des moments où ils ont besoin qu'on soit présent. Donc, il faut pouvoir les identifier en tant que manager. Comme l'abeille le fait et la communique à d'autres personnes pour dire attention, il se passe ça et ça. Là, c'est important de pouvoir avoir, ça permet souvent de limiter les tensions, entre souvent peut-être des personnes, très souvent il peut y avoir des tensions entre les personnes, quoi, et permettre d'agir souvent avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils deviennent vraiment des problématiques majeures. Donc ça, c'est quand on s'inspire de l'organisation des abeilles, on peut facilement le transposer dans le monde du travail. L'adaptabilité, la flexibilité chez les abeilles. Les abeilles ajustent souvent leur comportement selon les saisons, les récoltes, les nourritures, abondantes ou pas, et réduisent souvent leur activité en hiver. Comme je disais, en hiver, une abeille va vivre 40 jours en été, en pleine saison, 40 jours. La même abeille, pendant la phase d'hivernage, elle peut vivre 4 à 5 mois. Donc, et pourtant, c'est exactement. Donc, c'est bien l'énergie qu'on y met, c'est bien les conditions extérieures qui vont faire que on peut s'épuiser beaucoup plus facilement et plus rapidement en pleine tension, et beaucoup moins quand on est un petit peu plus slow, quoi. Et ça, il faut réussir à mesurer et donc renforcer les équipes en fonction des pics qu'on pourrait avoir dans l'entreprise. Donc la flexibilité dans le travail en entreprise, souvent les managers favorisent le rythme du travail plus flexible en permettant souvent des périodes de récupération importantes. Quand vous voyez que ça soft un peu, et à ce moment-là, soit vous laissez du temps libre aux gens, soit vous les intégrez dans des groupes de projets où ils peuvent sortir du cadre, bosser sur des sujets intéressants, voire des fois même des sujets d'autres services qu'ils connaissent pas du tout. Ça leur permet de découvrir d'autres choses, voir d'autres gens, voir des collègues qui sont dans d'autres services, ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et ça va également vous permettre d'avoir des périodes où vous formez les gens. La formation, la transmission, c'est quelque chose de très important, on le sait. Sinon,
Souvent, quand il y a des mouvements, nous, en tant que saisonniers, quand on avait une centaine ou une soixantaine qui repartaient, quand ils repartent quand même avec tout le savoir qu'on leur a donné, quoi. Comment on va faire pour pouvoir pérenniser et quelle technique on va adopter pour pouvoir transmettre et être certain que ça soit très efficace très rapidement sur des choses très très simples. Ça a été fait par les ouvrières chez les abeilles et par les opérateurs de production. On les a juste aidés à formaliser et à formater les documents s'il devait y avoir des documents ou les films s'il devait y avoir des vidéos. Voilà. Le soutien collectif, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a rien de plus difficile pour un manager de gérer des conflits entre les gens pour diverses raisons. J'en ai vécu énormément. Mais on a toujours réussi à déverrouiller des situations. Il y a toujours de l'aide extérieure possible. Il peut y avoir aussi en interne des gens qu'on a formés spécifiquement pour ça. Et il y a nous, en tant que manager, où on a des fois des positionnements où on arrive à gérer des situations, voire à calmer les choses, tout en discutant avec les gens. Donc, le soutien collectif important en période de crise, souvent les abeilles se regroupent pour survivre, comme je vous le disais ensemble, et en contribuant vraiment à la survie de la colonie complète. Donc, il y a un élément qui va se mettre en mode survie et va contaminer tout le monde et dire on se met tous en mode survie, quoi. Soutien collectif en entreprise, on est un petit peu dans la même démarche. Un manager, souvent, encourage ce soutien. On a souvent des gens qui aident, qui aiment aider, qui aiment soutenir. Il faut les repérer, ces gens-là, et derrière, il faut réussir à les inciter à développer tout ça. Et ce sont aussi nos donneurs d'alerte, quoi. Voilà. Ensuite, je vais terminer avec la transmission du savoir, qui est très importante pour les entreprises. Donc, l'organisation d'une ruche illustre souvent parfaitement l'importance de la transmission du savoir. Chez les abeilles, les éclaireuses partagent, comme je vous ai dit, les informations sur les ressources à travers des danses, comme on a pu le dire. Là, j'ai une vidéo où justement, on va avoir un déplacement. Je ne sais pas si vous allez le voir, que j'ai pris sur une de mes ruches. Donc, vous allez avoir à un moment un regroupement d'abeilles qui vont se déplacer comme une sorte de 8 et qui à un moment vont se rassembler. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir clairement. Je vais peut-être la montrer après. Donc là, vous allez voir, vous voyez, il y a des déplacements au plein centre de la vidéo. Alors, c'est très saccadé, mais bon, elles sont en train de se déplacer en 8. Et à un moment, vers la fin de la vidéo, vous allez voir, elles vont arrêter de le faire et elles vont se mettre vraiment face à face et communiquer. Bon, je ne suis pas sûr qu'on le voit correctement, c'est assez saccadé. Ouais, on ne le voit pas très très bien. Ouais, on ne le voit pas très très bien. Mais bon, voilà, je pourrais. Vous allez sur mon site internet, elle y est, cette vidéo. Donc vous pourrez aller la voir sans souci. Je vais rajouter celle qui n'y est pas encore sur le champ de la reine, aussi sur le site que je vais mettre rapidement. Donc au niveau de la transmission du savoir, les processus de communication essentiels sur la survie de la communication. S'il n'y a pas de processus de communication, les abeilles, elles ne sauront pas où sortir, elles ne sauront pas chercher les ressources, elles ne sauront pas prendre de décision. Donc très important. Donc le partage des informations, comme les éclaireuses vont aller chercher ces informations, la transposition, communication souvent en entreprise, idéalement il faut qu'elle soit relativement fluide. Manager favorise souvent cette transmission efficace des informations. Donc le management visuel dont on parlait en ligne, où derrière on communique énormément de choses, très simple, écrit sur un tableau, à main levée, mais on transmet au maximum d'informations, les actions qu'on mène, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui va se passer dans la journée, et ce qu'on revoit le lendemain, parce que c'est des rituels qui sont quotidiens, il y en a des hebdos, il y en a des mensuels, mais il y a des strates en fonction de l'objectif qu'on se fixe et du pilotage. Souvent, dans l'opérationnel, on est au quotidien. Tous les jours, on fait un point. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, des axes principaux, des décisions, des objectifs de règlement, souvent qui sont déjà réglés quand on fait les points, mais qui seront à régler au cours de la journée. Et on a des indicateurs qui permettent quand même de voir la progression entre les éléments qu'on récupère de problématiques et les éléments qu'on résout. Il ne faut pas qu'il y ait une distorsion importante. Donc là, il y a des tableaux, il y a des schémas qui permettent de très visuellement de voir l'avancement de toutes ces choses-là. Donc, la transmission efficace des informations importantes, souvent en organisant ces moments qu'on appelle, moi j'appelais ça en AIC, animation intervalle court qu'on a en ligne. Donc, c'est vraiment des top 5, top 10, top 15 pour ceux qui utilisent ces termes-là.
Et on utilise bien sûr et on encourage l'utilisation d'outils collaboratifs. Ça, c'est comme je vous l'ai dit avant, il faut que les gens, c'est pas nous qui remplissons, c'est pas les managers qui remplissent, c'est l'opérationnel qui remplit. Et c'est eux qui nous expliquent ce qui se passe. Mentor et apprenti, très important dans l'entreprise. Moi, dans ma démarche Lean, j'avais un tableau de polyvalence et dans les tableaux de polyvalence, j'avais des mentors et des apprentis qui étaient formés, qui étaient validés et qui derrière étaient là et référencés, identifiés clairement auprès des ateliers, auprès de l'entreprise. Voilà, en permanence, les gens savaient pour telle et telle spécificité, ils avaient chacun leurs compétences. Ils savaient que ces personnes avaient ces compétences-là et il y avait estampillé formateur, quoi. Donc chez les abeilles, pareil. Au fur et à mesure des cycles, il y a tous les 7 jours à peu près, on dit en période forte, les abeilles vont avoir des rôles différents. Et vous avez systématiquement un senior ou un mentor qui va transmettre l'information et transmettre le savoir de l'étape d'après à l'abeille. Elle va faire 7 jours une première étape, et puis ensuite elle va faire, voilà, elle va démarrer sa vie, elle va faire nettoyage. Après, elle va faire de la nourrice. Donc pareil, on transmet. Ça sera les maçonnes qui vont transmettre aux nourrices comment il faut faire. Après, elles vont maçonner, c'est-à-dire qu'elles vont tirer les cires pour que la reine puisse pondre dedans. Après, elles vont manutentionner toutes les ressources qui vont venir, les miels ça c'est encore une autre étape de métier. Elles vont ventiler parce qu'une ruche peut avoir une certaine température qui est régulée. Et quand il fait trop chaud, faut refroidir. Quand il faut trop froid, il faut chauffer. Vous allez avoir ces fameuses gardiennes. Donc c'est aussi encore un rôle. C'est toujours la même abeille qui va avoir ce rôle-là de gardienne et surveiller l'entrée de la ruche. Et ensuite, elles vont terminer leur carrière, entre guillemets, en allant chercher des ressources, comme les commerçants, qui vont aller chercher du business à l'extérieur, elles vont chercher des ressources qu'elles vont ramener dans l'entreprise et qui seront traitées comme un opérateur de production, comme une entreprise sur les différents strates, que ça soit la DV, que ça soit la supply, que ça soit la maintenance, que ça soit la logistique, que ça soit la compta, que ça soit le marketing, voilà, le service informatique. Méthode ou autre, toutes ces personnes-là vont participer au même titre que toutes ces abeilles qui participent, donc que je vous ai cité, ces 7 métiers. Seulement, ce sont les mêmes personnes par rapport à la compétence qu'on peut avoir dans les entreprises. L'intelligence collective, la coopération dans la ruche, les abeilles collaborent, c'est comme maintenant vous l'avez dû le comprendre, ils partagent les connaissances pour accomplir ces tâches. Donc en permanence, il y a cette transmission. L'intelligence collective, manager encourage ces coopérations en permanence. Et la formation continue. Les abeilles ajustent le comportement et leurs tâches en fonction des informations reçues. Donc en fonction des nouveaux produits qui vont arriver, des nouvelles méthodes, elles vont s'inspirer de ce qui s'est passé au préalable et elles vont le retransposer ces informations au fur et à mesure entre toutes ces abeilles. Si on doit le transposer en entreprise, la formation continue. C'est quelque chose qui est devenu maintenant important. Transmettre pour garder le savoir et surtout qu'il soit accessible et compréhensible très rapidement. Il soutient ces initiatives, le manager, en formation et pour que la collaboration puisse rester compétente et adaptable aux fonctions de l'évolution de l'entreprise. Donc, on a toujours des périodes qui sont plus ou moins difficiles, des pics qu'il faut avoir et là, il faut que vous ayez les ressources. Donc, par exemple, moi, j'avais des tableaux de polyvalence et avec des objectifs. Je savais quelles étaient mes ressources, je connaissais et on connaissait les polyvalences des gens, mais on se fixait un objectif en disant, pour la saison à venir, il nous faudra tant et tant de profils en plus de ça, tant et tant de ça, tant et tant de ça, tant et tant de ça. Nous avions les mentors apprentis qui étaient présents, chacun dans ses spécificités, et chacun prenait un certain nombre de personnes. Moi, à un moment, je faisais beaucoup de recrutement. Donc, on disait, j'avais l'avantage de connaître énormément de produits, comme je suis du terrain. Moi, je travaillais avec mes équipes, je remplaçais mes équipes sur le terrain. Au tout début de ma carrière, jusqu'à mes 10 dernières années que j'ai faites. Après, quand mon périmètre était un peu plus grand, je pouvais faire, mais les gens me connaissaient, donc ils savaient que je savais faire. Donc, si je peux terminer, ce qu'une reine peut avoir comme phéromone de cohésion dans une entreprise, nous, en tant que manager, dirigeant, on peut aussi avoir, on a notre impact sur nos comportements, sur nos attitudes. On nous dit qu'on doit être exemplaire, c'est une chose. Mais derrière, il faut que naturellement, on ait ces capacités de pouvoir rassurer les gens, de se dire qu'on est là pour les aider et non pas pour les fliquer. Et ça, c'est un travail qui peut se faire. Et moi, je l'ai appris. J'ai transformé au fur et à mesure de ma carrière ce type de fonctionnement et j'ai décidé maintenant de créer ma société depuis peu. Et au lieu de le garder dans le périmètre parce que mes équipes sont très autonomes et l'ont été, maintenant j'ai envie de le diluer et de le partager avec un grand nombre de personnes
que ça soit sur le territoire ou que ça soit local chez moi. Et la seule différence que je peux avoir, c'est que c'est vrai sur la partie Alsace, territoire de Belfort et limitrophe. En même temps, comme je peux faire des ateliers, au lieu d'avoir des ateliers en salle, je fais des ateliers autour des ruches que j'installe dans l'entreprise et on fait les ateliers. Voilà. J'ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop long, un petit peu quand même. On a un peu dépassé, mais c'est pas grave. On a quand même, avant de passer aux questions-réponses et de revenir aussi sur ton parcours et ce que tu proposes en entreprise, on avait préparé quelques petites questions que je vais tout de suite vous soumettre à l'écran. Voilà. Donc la première. Alors, si ça veut bien. Voilà. Est-ce que vous voyez la question? Normalement, vous la voyez, voilà, le rôle d'un dirigeant. Ah, vous l'avez déjà vu depuis le début, apparemment. Donc, la reine des abeilles joue un rôle de leadership, mais ne gère pas toutes les opérations qu'elle paraît avec le rôle d'un dirigeant. Et vous avez quasiment tous répondu, le dirigeant inspire et donne une vision, laissant les équipes autonomes dans l'exécution, et non, le dirigeant contrôle tout, le dirigeant doit être impliqué dans chaque décision. Vous l'avez compris, je vais tout de suite soumettre le second vote. Alors, sur la question, les abeilles collaborent harmonieusement pour le bien de la ruche. Comment l'entreprise peut-elle encourager une collaboration aussi fluide? Donc là, pareil, vous pouvez choisir entre favoriser une compétition interne, créer un environnement de confiance et de soutien mutuel ou attribuer des récompenses individuelles. Voilà, là encore, c'est assez évident, mais c'est des rappels quand même, de manière un petit peu d'illustrer à ce que nous a partagé Jean-Luc. On vous en fait encore deux, trois, et puis on passe aux questions-réponses. On a eu trois questions de Jean-Louis et une question de Samuel. Allez, je continue. Je finis vite les sondages. Voilà, vous avez compris, créer un environnement de confiance. On va à présent passer à la troisième. Les abeilles sont guidées par une intelligence collective qui permet à la ruche de prospérer. Comment l'intelligence collective peut-elle être mise en place dans une équipe? Est-ce qu'il faut encourager l'initiative individuelle sans consultation? Est-ce qu'il faut impliquer toutes les équipes dans la prise de décision importante ou est-ce qu'il faut se fier uniquement aux experts? Vous l'avez compris. Alors, je vous laisse un peu répondre. Mais si vous avez bien suivi, Jean-Luc, et si vous êtes vous-même un manager inspirant et dans la collaboration, vous avez bien sûr compris que on parle d'impliquer, de faire du collectif dans la prise de décision et pas de choisir individuellement, ce qui peut être souvent mal perçu, hein, surtout quand on parle de RSE, de slow management. Voilà, c'est des choses importantes. Avant-dernière question, avant de conclure, dans la ruche, chaque abeille est à un moment ou un autre impliquée dans une phase de transformation. Comment l'entreprise peut-elle gérer la transformation de ses équipes pour rester performante? Est-ce que c'est en restant figé dans ses méthodes? Comme on dit souvent, ça a marché par le passé, donc pourquoi pas continuer, hein, ce qu'on entend encore dans beaucoup d'entreprises. En adoptant un modèle agile et en accompagnant les collaborateurs dans les révolutions professionnelles, ou à l'inverse, on est dans le changement en changeant constamment de processus sans transition. Que répondez-vous? Voilà, vous serez nombreux à avoir de bonnes notes, puisqu'effectivement, vous l'avez compris, hein, ce qui va marcher, et on l'a vu au travers du modèle des abeilles, c'est une méthode agile et collaborative. Et dernière question, le rôle le rôle de la reine est crucial, mais elle dépend des autres abeilles pour assurer la survie de la ruche. Que signifie cette relation pour un manager en entreprise? Est-ce que ça veut dire qu'il doit tout gérer seul? Est-ce que ça veut dire qu'il doit déléguer et faire confiance à ses équipes tout en fournissant une direction claire? Ou alors que c'est le seul responsable des succès et des échecs? Voilà, on est bien sûr sur des questions assez proches, mais avec des angles différents. Et les questions que vous venez de répondre, puisque vous avez tous toutes les bonnes réponses, mais posez-vous ces questions pour vous. C'est vraiment la question qu'on vous invite à vous poser. Est-ce que vous êtes une bonne reine dans la ruche de votre entreprise? Voilà, donc Nathalie Claude qui nous demande les slides. Alors les slides, on peut les télécharger et sinon vous pouvez les retrouver dans le replay. Hein, et si vous le souhaitez, effectivement, vous pouvez nous envoyer un mail. Je vous laisse mon adresse dans le chat et on pourra vous les faire parvenir. Et donc avant de passer aux questions-réponses, voilà la conclusion. Alors peut-être que tu voulais aussi partager, Jean-Luc, ce petit tableau que tu avais fait, qu'on va vous partager justement dans les slides, si vous les souhaitez. Voilà, Voilà. à quoi ça sert ce tableau? Ça permet tout simplement, voilà, par rapport à ce qu'on a dit. Alors comme dit, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. Souvent, j'interviens sur des thèmes bien spécifiques. Là, on est très général, donc voilà. Je m'excuse si jamais il y a eu des choses qui ont été redondantes dans mes discours.
Mais bon, ça c'est un tableau qui permet voilà de réfléchir comment je pourrais optimiser, transposer certaines choses en entreprise ou pas. J'ai lu un petit peu certaines questions, voilà, qui voilà, me font effectivement réfléchir par rapport à ce que je vous ai proposé là. Voilà, mais je pense que voilà comment dire, l'engagement qu'on peut avoir auprès des gens avec qui on travaille. Moi je me suis rendu compte que ça m'a fait avancer vachement plus vite. Que ça soit au niveau de la communication, que ça soit au niveau des prises de décisions collectives. Enfin, tout ce que vous voyez là, l'influence qu'on peut avoir, la délégation qu'on peut avoir, comment on fait, comment on la contrôle, le partage des infos, ça c'est super important, les gens en attendent des infos. Alors, il faut savoir les distiller au bon moment, il faut savoir distiller les bonnes informations, je suis d'accord. L'apprentissage et la transmission du savoir, si nous on n'avait pas fait ça, l'entreprise aurait pu être en très grosse difficulté. Parce qu'en plus, j'ai été dans un environnement où, voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de gens qui venaient de nouveau chaque année. Quand vous avez un périmètre de 150 personnes et vous avez pas loin de 60 à 70 personnes qui rentrent dans l'entreprise du jour au lendemain et qui à un moment, et vous êtes, voilà, on n'avait pas 10 ou 15% de personnes supplémentaires pour pouvoir les préparer à la transformation. Voilà, on n'avait pas ces moyens-là à l'époque. Donc, il faut que vous soyez très efficace dans la transmission et surtout de jalonner clairement les compétences. Et cette formation continue était indispensable. Voilà, faire des choses simples, ça s'apprend très vite, ça s'acquiert très vite. Et une personne qui apprend des choses simples et se rentre en confiance très vite. Et du coup, se libère. Souvent, viennent avec beaucoup de craintes d'arriver dans une nouvelle entreprise, nouvel environnement. Il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a des gens qui sont anciens, il y a du regard, il y a toutes ces choses-là qui arrivent. Si nous, en tant que manager, on ne sait pas ce qui se passe et on ne comprend pas ce qui se passe, c'est très difficile de déployer. Donc, ces thématiques permettent juste de transposer voilà, certaines choses voilà, dans l'entreprise et dans votre environnement, quoi. Après, voilà, moi, j'ai exercé ça sur plusieurs critères chez moi dans ce que je faisais quand j'ai démarré ma carrière et ce que j'ai fait les dernières années. Donc moi je pouvais en tirer qu'un bénéfice parce qu'en fin de compte voilà je pensais quand j'étais plus jeune voilà être la personne et on vous le disait c'est vous le leader et puis c'est vous qui devez dire c'est vous qui devez décider et puis non à un moment vous vous apercevez que tout va très vite comme Xavier l'a dit il faut réussir à créer ces dynamiques avec les gens et ça c'est très important. Voilà. Merci Jean-Luc. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. On va passer aux questions-réponses. Comme des gens ont des réunions, il y en a eu quelques-unes. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. La première question de Jean-Louis, qui a posé 3 questions. Alors, il parle des actionnaires. Comment on place les actionnaires dans l'organisation? Est-ce qu'il y a des actionnaires dans les ruches ou est-ce que finalement, c'est un parallèle qu'on ne peut pas forcément faire? Alors, bon, l'actionnaire, on va dire, ou voilà, celui-là qui récupère les dividendes, c'est l'apiculteur. Mais l'apiculteur, lui, il est raisonné, il est très raisonné. Dans une ruche, vous avez un corps de ruche, on appelle, où là, il y a la vie de l'abeille. Il y a la vie de la ruche, à l'intérieur de la ruche. La ruche est capable d'avoir ses réserves. Donc, ses réserves de fonctionnement, mais également ses réserves hivernales. Et vous avez, on appelle ça la hausse. On empêche la reine de pondre au-dessus pour pouvoir voilà, éviter des problématiques. Et tout ce qu'elles vont stocker au-dessus de ce corps de ruche par une grille à reine qui empêche la reine de monter est du surplus. Comme je vous l'ai dit, l'abeille est très anxieuse et elle veut avoir des ressources autant qu'elle peut pour survivre l'hiver. Mais très souvent, quand les colonies sont très populeuses et très productives, parce que c'est des abeilles mellifères qu'on a nous, donc qui produisent du miel, donc elles produisent beaucoup plus que ce qu'il leur faut. Il faut savoir qu'une ruche peut avoir à peu près une quinzaine de kilos de miel en hiver, leur suffit largement parce qu'elles sont plus que 10 000 abeilles. Par contre, donc en pleine saison, elles stockent. Et nous, en tant qu'apiculteurs, qu'est-ce qu'on fait? On vient prélever ou pas ce stock. Donc nous aussi, on est des actionnaires raisonnés, on ne va pas ponctionner si on s'aperçoit qu'il y a un risque climatique, s'il se passe quelque chose. Donc oui, l'actionnaire peut être transposé sur l'apiculteur, raisonné. Ça marche. Deuxième question de Jean-Louis, ne pensez-vous pas que cette décision collective peut freiner la croissance de l'entreprise? Alors, ça peut, pour des personnes qui n'ont jamais essayé. Pourquoi? Parce que c'est long à mettre en place. C'est long à mettre les gens en confiance. Ça prend du temps. Donc, il faut y aller petit à petit. Effectivement, il faut qu'on garde la stratégie et la ligne directrice de la direction générale ou du PDG ou des choix ou des actionnaires ou autres. Cependant, on sait très bien qu'on ne peut plus se projeter sur 1 an ou sur 2 ans. C'est devenu très rare. Des ajustements peuvent se faire au bout de 2 mois, 3 mois.
De là aussi la communication en permanence pour pouvoir garder les gens captés. Et non, moi, j'ai pas vécu. Bien au contraire, on a continué à développer. On a développé notre chiffre d'affaires, on a développé nos volumes. Mais pourquoi? Parce que, à un moment, on avait réussi à intégrer énormément de gens dans ces processus. Et surtout, on a gagné du temps énorme qu'on a transformé en production. On n'est pas allé plus vite. On a juste switché le temps de problème à des temps de supplémentaires de production. Et on pouvait même s'autoriser de temps en temps, et on appelle ça être en mode dégradé, pour pouvoir régler et voir encore certains détails qui pouvaient faire la différence après. Donc, moi, voilà, de mon expérience, non, la croissance n'a pas été impactée par ce travail collectif. D'accord. Et dernière question de Jean-Louis, parce qu'il y a encore d'autres questions. Ne pensez-vous pas que le collectif peut empêcher l'apprentissage et l'innovation venant de l'extérieur et donc la flexibilité et l'adaptation au changement? Alors, l'innovation venant de l'extérieur, non, parce que une fois de plus, quand nous on avait des améliorations qui pouvaient être faites dans mes métiers d'avant que j'ai connus, même dans le textile, on était dans le linge de maison, dans plein de choses comme ça, des inspirations, si vous en avez pas, c'est très compliqué d'être sur les marchés. Donc l'apprentissage et l'innovation fonctionnaient ensemble. Pourquoi? Parce que souvent vous avez des collaborateurs qui ont des passions, qui savent faire des choses. Moi, je sais qu'on a eu des gens qui étaient super bricoleurs, des dames qui étaient super bricoleuses dans leur vie, et moi, je les ai incitées. Ça a été aussi une vraie transformation. Quand on a commencé à demander à des opérateurs, tiens, dites-nous comment vous feriez ça, dites-nous comment vous feriez ce packaging, dites-nous comment on pourrait faire pour qu'ils montent plus vite, pour qu'ils se montent plus vite. Et oui, on les a intégrées. Elles se sont arrêtées quelques minutes, mais on sait aussi que quand on est dans le monde de la production, on a des pics. On appelle ça, on fait un peu de gras, et puis on a des moments où on est un peu plus slow. Et là, on mange un petit peu ce qu'on avait en avance, mais ça nous permet d'innover, ça nous permet d'intégrer des gens dans l'innovation. Donc, venant de l'extérieur, voilà, c'est un souci. Les commerciaux venaient avec plein d'idées. Alors oui, ça chamboule, c'est clair. Il peut y avoir des objectifs très courts, mais on arrive toujours, quand on a beaucoup de ressources, on arrive toujours à s'organiser. Très bien. On passe à une question de Jacques, très rapide. Manager toxique en entreprise et dans une ruche, pour interrogation. Est-ce qu'on a aussi des managers toxiques? La toxicité, je dirais le seul parallèle qu'on peut être amené à faire, c'est que une reine a une durée de vie, elle, de 5 ans. Une abeille, comme je vous l'ai dit, de 40 jours à 5 mois en fonction de la période. Par contre, les abeilles sont aussi capables, en fonction de la performance, et là c'est bon, je peux difficilement transposer parce que dans une ruche, une abeille peut très bien décider, ou des abeilles peuvent très bien décider de plus garder cette reine. Donc, pour diverses raisons, soit parce qu'elle n'est pas productive, soit parce que les phéromones, soit parce qu'elle est en fin de vie, soit parce qu'elle pond plus beaucoup, et du coup les abeilles se disent mince, si elle pond plus assez, il faut savoir qu'une reine peut pondre jusqu'à 2500 œufs par jour. Donc s'ils s'aperçoivent qu'elle est en difficulté ou que la fécondation, les vols nuptiaux ne sont pas bien passés, soit la reine va s'envoler, soit ils vont décider de la sortir, voire même des fois de la changer, quoi. Donc on appelle ça le remérage. Le remérage, c'est quand à un moment ils décident de ne pas garder la vieille reine parce qu'il y a des choses qui ne leur conviennent pas dans la colonie et ils décident d'en réélever une nouvelle. Donc ça, c'est aussi un autre sujet. Comment j'élève une nouvelle reine dans une entreprise et quel est l'impact qu'elle va avoir après elle sur la colonie. Là aussi, j'ai une vidéo que je vais avoir sur mon site où vous avez une nouvelle reine qui est insérée sur la ruche et je l'ai mis sur mes posts LinkedIn. Allez voir, c'est le dernier que j'ai fait où vraiment vous avez, je pose une cagette jaune avec une reine qui a un point jaune et elle est accueillie par les abeilles parce que la ruche, on appelle ça, elle était orpheline, n'avait plus de reine, elle était morte, tout simplement, et il leur en fallait. Et donc là, signaux, communication, un bruit. Elle communique avec du bruit. Quand j'ouvre la ruche, on est capable de savoir, nous, apiculteurs, de prendre la température de la ruche. Tiens, il y a un problème. Là, il se passe ça. Là, il se passe ça. Et là, il manquait une reine. On l'a entendu. On l'a posée. Et vous devriez voir l'accueil qu'elle a eu, cette reine. Voilà. À la prochaine et avant-dernière question, elle n'est pas tout à fait management, mais elle est très abeille. Donc Philippe nous partage des ruches ont été posées sur le toit de l'entreprise en ville. Échec. On a parlé de la pollution urbaine, mais pas sûr. Qu'est-ce qui a manqué aux abeilles pour être capable d'y prospérer? Alors on dit, moi j'ai pas fait l'expérience encore, mais ça arrive. On dit que en ville, pour les villes qui sont raisonnées, qui ont souvent les libellules, qui sont écologiques avec les traitements, avec toutes ces choses-là. On disait que en ville, souvent, elles étaient moins perturbées pour ces villes qui étaient dans ces démarches-là, parce qu'il y avait beaucoup moins de toxicité. Contrairement à des
des endroits où il y avait un peu plus de culture maraîchère ou autre, avec des traitements divers et variés, où là, les hécatombes étaient beaucoup plus importants. Après, quand c'est sur un toit, je ne sais pas si c'est dû au toit, mais il faut savoir que l'abeille est très très fragile. Je ferai juste un aparté pour cette année. En moyenne, des apiculteurs qu'on a, nous, on est 1900 en Alsace. Dans le Haut-Rhin, autant pour moi. 1900 apiculteurs amateurs ou pros. Les deux ensemble, 1900. Donc avec 2 ruches, une ruche ou plus de 500 ruches. Là, il y a à peu près les premiers sondages, il y a plus de 30% de mortalité, voire 50% de mortalité. Et elle peut très bien être concernée sur des abeilles qui sont sur un toit. En fin de compte, il y a des virus qui s'installent et qui sont pris. Elles ont un insecte qui s'appelle le varroa, qui lui a un impact très 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 fort sur l'abeille. Ça aussi, c'est des thèmes bien spécifiques sur la faiblesse qu'une ruche peut avoir et du coup peut mourir, voire ne plus rien avoir. Après, le mellifère, c'est sûr que en ville, il faut que la ville ait planté des choses mellifères pour qu'elle puisse survivre. Sinon, il y a un apport de l'apiculteur qui va venir, donc de l'actionnaire, qui va venir ramener un petit peu de crédit pour qu'elle puisse survivre, quoi. Donc voilà, c'est difficile à répondre clairement quand il y a un échec ou pas. Par exemple, le seul échec qu'il y a eu à Strasbourg, il y avait des ruches sur les toits. Ça a été plus, ils ont dû les enlever plus, soi-disant parce que ça gênait la population d'avoir trop d'abeilles qui circulaient sur la zone. Et ils les ont enlevés, donc ou une partie en tout cas. Mais bon, c'est très très rare. On est souvent dans l'effet inverse, quoi. Voilà. Donc, justement, j'en profite pour refaire transition, puisque c'est aussi l'une des activités de Jean-Luc, de proposer des ruches en entreprise au travers de Home Abeille. Donc, n'hésitez pas effectivement à le contacter. Vous pouvez passer par l'intermédiaire de Proévolution. C'est aussi des questions qu'on se pose chez nous. On pense aussi à notre propre RSE. Voilà. Et avant de faire la conclusion définitive, je vais aussi vous donner la date de notre prochain événement. Alors, il y a une erreur dans la date. Puisque la vraie date c'est le 8 avril. Je sais pas pourquoi je me suis planté dans le texte. Donc c'est le 8 avril, contrairement à ce que j'ai écrit, à 11h, où effectivement le sujet lui est le bon, restructuration, les outils pour l'anticiper et la réussir. Je vous envoie le lien d'inscription dans le chat. Voilà, donc on va parler de restructuration, c'est un autre sujet, un sujet un peu moins joyeux. On vous souhaite pas bien sûr que vous soyez concernés, mais ça fait malheureusement partie du quotidien de certaines entreprises dans cette année difficile. Mais une restructuration, c'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire une occasion de rebondir pour vous, pour les collaborateurs. Et c'est ce qu'on va voir lors de ce webinaire qui sera co-animé avec le cabinet d'avocats associé Lexocia, et également un témoignage d'un manager de transition. Donc voilà, c'est un sujet, c'est important de le savoir, même si vous n'êtes pas concerné, de suivre un peu. Donc on vous invite bien sûr à y participer, le lien est dans le chat. Voilà, et sur cette dernière page publicitaire, je souhaitais tous vous remercier. Jean-Luc, tu souhaitais conclure de ton côté ou est-ce qu'on peut Si mettre... tu peux revenir donc juste sur ma slide, je conclurai avec. Voilà, donc non seulement chez moi, j'interviens sur l'implantation des ruches, mais également sur ces parallèles que je peux faire pendant des ateliers, voire des formations spécifiques sur des thèmes bien précis que les dirigeants ou les managers ou les RH souhaiteraient aborder. Et c'est beaucoup moins formel qu'une formation de management clair. Et bien sûr, je me déplace sur toute la France pour des interventions diverses ou variées sur des thèmes bien spécifiques. On prépare le terrain ensemble et puis ensuite, je me déplace et puis on passe souvent de très bons moments, quoi. Les gens repartent inspirés en tout cas, plus qu'avec des méthodes, mais c'est de l'inspiration. En tout cas, merci beaucoup. On a un peu dépassé, je m'excuse pour ceux qui avaient un agenda chargé, mais si on est dépassé, c'est sans doute que c'était inspirant et intéressant. En tout cas, je vois dans vos commentaires, merci que a priori ça vous a plu. Merci donc pour ce premier webinaire de l'année. Merci beaucoup Jean-Luc pour ce temps passé avec nous. On vous donne rendez-vous donc le 8 avril pour le prochain webinaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter, à vous être dirigé vers la page du site Proévolution. On vous souhaite à tous une très très bonne journée et au plaisir de vous retrouver IRL ou pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Bonne journée.